On enchaîne donc avec Stéphane qui va nous parler du traitement des lésions ostéochondrales du dôme astragalien, donc les LODA, plus connus sous le nom de LODA. Merci Stéphane. La problématique du cartilage qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'inflammation dans le cartilage, il n'y a pas beaucoup de réactions inflammatoires parce que ce n'est pas vascularisé. Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a une matrice protectrice qui est assez fine et des cellules qui ne peuvent pas migrer. Donc ce n'est pas des très très bonnes conditions pour s'auto-réparer. Donc généralement quand il y a un traumatisme du cartilage, eh ben, il y a une progression de la lésion, puis il y a la création de douleurs, et comme je vous ai dit, parce qu'il n'y a pas de vaisseau et parce que les cellules ne peuvent pas migrer, ben, généralement ça se répare mal. Alors, juste une petite anecdote, c'est que bon, il y a beaucoup de médecins qu'on se pense beaucoup sur le problème du cartilage depuis longtemps, et les médecins français ont encore été assez présents, puisque au début du siècle, Henri Judet avait commencé à faire des greffes de cartilage. Et une petite anecdote, c'est qu'il y avait aussi aux États-Unis des gens qui en faisaient, et il y a Frida Kahlo qui a été opérée par un médecin de San Francisco en 1913 et qui avait fait un portrait de son chirurgien qui avait fait une greffe de cartilage. Alors, les chirurgiens, ils n'ont pas eu que des bonnes idées dans les lésions du cartilage, on va dire. Il y avait par exemple, il y avait une technique qui s'appelait le house cleaning, ou alors, ça c'était pour le genou, où on enlevait tout, c'est-à-dire on enlevait toutes les lésions qui étaient, soi-disant, ça améliorait la situation. Globalement, aujourd'hui, on va dire que comme option thérapeutique, donc comme je vous disais, le traitement palliatif, c'est plutôt en perte d'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a a priori, on est en train de s'apercevoir que ça marche pas très bien, hein, mais c'est ce qu'on dit aussi. C'est un petit peu, ça va dans le même discours que de dire sauvons les ménisques. Hein, c'est-à-dire que quand on enlève des choses, c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Après, il y a les techniques de réparation, de micro-fracturing, et vous verrez après le problème ce qu'on appelle le micro-fracturing, c'est les petites rouges, je reviendrai dessus. Et tout le problème aujourd'hui de ce qu'on fait en plus pour que ça marche mieux, l'augmentation, mais là c'est augmentation biologique. Et puis après, il y a des techniques que j'appellerais de restauration, qui deviennent de plus en plus à la mode, on va dire, pour des raisons objective, et dont le chef de file aujourd'hui est ce qu'on appelle la mosaïplastie. Alors en gros aujourd'hui, si on reprend les recommandations de la Société internationale du cartilage de la cheville, c'est de dire que en fait la limite pour ce qu'on appelle le microfracturing, la limite pour les traitements de restauration, c'est inférieur à 1 cm. Entre 1 et 2,5 cm, on peut faire des mosaïplasties. Au-dessus de 2,5 cm de trou, de lésion ostéochondrale, c'est trop important pour une mosaïplastie. Et après, on part sur des traitements qui sont plus des autogreffes osseuses. Et c'est un peu plus, on va dire que c'est un peu catastrophique hein, comme situation hein, quand c'est supérieur à 2,5. Le microfracturing, il a commencé à être décrit dans les années 80 au genou. Les premiers chirurgiens ils utilisaient des pics à glace pour faire la méthode. Puis après, ça a été un petit peu popularisé par Steadman. Alors, en fait, ça crée ce qu'on appelle une bone marrow stimulation. Ça veut dire que, en fait, le but de cette intervention, il faut bien comprendre, c'est de créer des petits trous et de perforer la plaque osseuse au niveau de la lésion ostéochondrale pour pouvoir avoir un saignement. Et bone marrow, c'est les cellules souches. Et c'est pour essayer que les cellules souches arrivent dans l'articulation et par des signaux que leur envoient les cellules autour, créer une métaplasie pour recréer du cartilage. Hein, le principe de cette intervention repose sur ce concept. Faut bien le savoir, aujourd'hui, on sait aujourd'hui que dans le sang, il n'y a pas que des bons éléments, hein, c'est tout le travail sur les PRP qui nous a donné ça. Il y a les cellules souches qui apportent des choses bonnes, et puis il y a les globules rouges qui apportent des choses moins bonnes. Et donc c'est pour ça peut-être que ça justifie l'ajout de quelque chose.
Alors, comme je vous disais, la taille, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que, enfin, les chirurgiens qui parlaient, enfin, on parle de la cheville, hein, là aujourd'hui. Je vous ai parlé un petit peu du genou pour les concepts généraux, mais pour la cheville, les tailles ont diminué en fait. Hein. Aujourd'hui, on dit, enfin, il est un peu consensuel, je veux dire, de dire que une lésion supérieure à 1 cm de large et 5 mm de profondeur, ça aussi c'est une nouvelle notion qui est apparue, c'est que plus de 1 cm et plus de 5 mm de profondeur, a priori le microfracturing n'est pas une bonne indication et il faut passer à autre chose parce que c'est trop grand. Et puis après, donc il y a la stratégie d'augmentation biologique. C'est-à-dire que sur ces trous qu'on vient de faire, c'est-à-dire qu'on a notre lésion, on vient de faire les trous, est-ce qu'on ajoute quelque chose de plus pour améliorer les résultats et est-ce qu'on peut... Alors là, il y a 10 ans ou 15 ans que l'industrie dépense des milliards et des milliards sur le thème de la biologie, vous savez, et donc nous, dans le cartilage, on n'est pas épargné, hein, dans les chirurgiens. Et il y a une grosse pression industrielle pour des techniques qui, aujourd'hui, il faut bien le dire, ne donnent pas forcément, enfin, n'ont pas encore fait leur preuve de leur efficacité. Hein. C'est très important de le dire. Et qui ne sont pas toujours disponibles en France aussi. Donc l'idée que des médecins ont, c'est d'essayer de faire le scaffold, c'est de mettre un échafaudage, enfin, une matrice, quelque chose de solide, sur lequel on peut mettre soit des cellules souches, soit des cellules, soit des tas des cellules pour pouvoir recréer du cartilage. Alors, il y a parmi les concepts, peut-être ceux qui sont le plus en avance dans le monde, il y a ce qu'on appelle le cartilage micronisé, c'est un cartilage humain déshydraté qui apparaît en poudre et qui, avec l'adjonction de quelque chose d'autre, c'est-à-dire que soit des PRP, soit des cellules souches, aurait la possibilité de restaurer le cartilage, d'améliorer les choses. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Lisa Fortier, qui est fort jolie, et qui est chirurgien vétérinaire, qui a beaucoup travaillé qui a fait des études sur les chevaux, et qui a publié des résultats intéressants sur les chevaux, et qui, son mari, qui s'appelle John Kennedy, qui est chirurgien à New York, qui lui a des bons résultats aurait amélioré ses résultats dans l'utilisation chez l'homme. Voilà, avec une EVA qui diminue, vous voyez, et un recul de 20 mois. Alors il y a eu par contre, il y a eu des autres choses qui ont été un petit peu plus malheureuses. Je vous donne un exemple parce que c'est important en termes d'exemple. Il y a une société américaine qui a commercialisé du cartilage de fœtus. Ça coûtait extrêmement cher, c'est-à-dire que ça coûtait à peu près 7 000 $, je pense, le petit... et en fait, ça a été un gros fiasco, c'est-à-dire que ça marche pas du tout, ça marche moins bien que le... Et donc, voilà, il faut bien avoir conscience que quand même, il y a pas mal de choses qui sont poussées par l'industrie et que nous, notre rôle, c'est peut-être aussi de voir si ça marche ou si ça marche pas. Parce que il y a un problème là, pour le cartilage, pour le coup il y a un problème de remboursement parce que c'est souvent des techniques qui coûtent extrêmement cher et il faut vraiment donc savoir s'il y a un intérêt pour le patient ou pas, ce qui n'est pas encore démontré en ce qui concerne l'augmentation biologique dans le microfracturing. Alors après, donc vous voyez, en fait, on avait beaucoup misé sur ce microfracturing qui pouvait être fait sous arthroscopie, c'était de façon assez simple. Et puis on s'est aperçu que les résultats, ils n'étaient pas si bons que ça. Donc il y a quelque chose les techniques de restauration sont en train de monter en flèche dans les indications. Moi, personnellement, j'en fais de plus en plus parce que j'avais peur de cette technique au début, mais finalement, j'ai des résultats qui sont intéressants. Et surtout,
L'intérêt par rapport au microfracturing, c'est que, a priori, dans les lésions ostéochondrales, ce qui est a priori important, c'est la plaque osseuse, c'est l'os qui est juste en dessous le cartilage. Et ce qui est important quand on opère un patient, probablement, c'est de restaurer aussi la fonction d'amortissement qu'on a et de différence d'élasticité entre le cartilage et l'os spongieux en dessous. Et quand on utilise cette technique de restauration, eh bien, on ne perturbe pas cette chaîne très complexe d'élasticité différente des structures et d'amortissement des chocs. Donc c'est peut-être, ça faisait peur parce que il faut souvent casser la malléole pour accéder aux lésions. C'est une technique qui n'est pas facile, mais peut-être que vous voyez, c'est un malade. Hein, quand vous avez une petite gamine de 17 ans ou 18 ans et que vous allez lui dire je vais te casser la malléole je vais aller prendre un prélèvement dans le genou et puis je vais réparer la cartilage, je peux vous dire que, on réfléchit à 2 fois avant de la faire. Mais a priori, moi je trouve que aujourd'hui, si j'ai une lésion supérieure à ce que je vous ai dit, je ferai plutôt ça. Donc, donc effectivement, je préfère qu'on parlait au début de ce qu'il faut faire avant de parler de comment on fait. C'est pour ça que mon topo a commencé par pour vous présenter ce qu'on fait. L'arthroscopie pose le problème pour les lésions du cartilage d'accessibilité. Alors il y a une petite astuce que les chirurgiens ils aiment bien. Si jamais vous avez des patients qui ont des lésions ostéochondrales, c'est de faire des arthroscanners en flexion plantaire. Parce que quand on fait un scanner en flexion plantaire, comme ça on est capable de voir si la lésion arrive dans la chambre antérieure. Et ça nous permet d'avoir une notion de l'accessibilité de la lésion sous arthroscopie. Aussi, juste un petit mot sur le choix des examens complémentaires. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire des arthroscanners qui sont, quand on a une idée de chirurgie derrière la tête, parce que ça permet d'avoir un aspect, une notion de la taille de la lésion plus précise que par l'IRM. Ce qu'on perd un peu avec l'arthroscanner, c'est le côté œdème. Dans l'IRM, on voit plutôt, il y a l'œdème qui est intéressant, qu'on n'aura pas avec l'arthroscanner, mais d'une manière générale, dans un bilan préopératoire, c'est quand même bien d'avoir un arthroscanner. C'est pas utile quand vous traitez pas chirurgicalement un patient, mais quand il y a une indication chirurgicale, c'est mieux. Il y a aussi une notion dont je voulais vous parler pour les lésions ostéochondrales, c'est s'il y a des gens qui essayent de conserver les fragments, il y a des techniques qui ont été décrites qui consistent à aller greffer, soulever le fragment osseux, faire un microfracturing, mettre de la greffe et repositionner le fragment ostéochondral. C'est ce qu'on appelle la technique de drill, lift, fill and fix, et qui peut donner des bons résultats et qui paraît assez intéressante, c'est-à-dire et qui repose sur l'idée qu'avant de rajouter quelque chose d'étranger, ce qui serait bien, ça serait qu'on se batte pour conserver ce qui est conservable. Alors effectivement, c'est pas un truc que l'industrie promeut, on va dire, mais ça semble intéressant et ça semble marcher dans certains cas. Au niveau de la rééducation après traitement des lésions ostéochondrales, alors généralement moi quand je fais pas d'ostéotomie de la malléole, je mets 3 semaines d'immobilisation et 6 semaines s'il y a une ostéotomie. Il n'y a aucun consensus sur ce qu'il faut comme immobilisation. Puis après rééducation et retour au sport. Alors, quid des résultats des lésions ostéochondrales chez le sportif? C'est pas une bonne nouvelle quand on a une lésion ostéochondrale, quand on fait du sport et quand c'est symptomatique. Alors, vous voyez, ça c'est un petit peu ce qui avait été discuté lors du consensus auquel j'ai participé, qui montre que, le résultat il est meilleur quand le patient est jeune, quand c'est une chirurgie de première intention, quand la lésion est petite, quand il y a une forte volonté du patient. Quand il n'a pas peur de recommencer à faire son sport. Donc ça veut dire quand il y a une adhésion du patient au programme chirurgical et au programme de rééducation.
Et quand il n'y a pas de problème, rajouter. C'est-à-dire, ce qui est important quand vous traitez une lésion ostéochondrale, il faut toujours penser. C'est-à-dire que si vous ne traitez pas la ligamentose, si vous ne traitez pas l'instabilité de cheville, le problème d'alignement derrière, ça ne marchera pas. Il faut vraiment traiter la cause et après traiter la lésion ostéochondrale. Un petit mot sur les lésions traumatiques et sur on appelle lésion traumatique aiguë une lésion inférieure à 6 semaines. Et quand c'est pas déplacé, on peut traiter orthopédiquement, et quand c'est déplacé, on fait une chirurgie. Voilà, et j'ai fini. Je vous remercie. Merci.